Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. 16 juin 2021. Selon le Canard enchaîné, face aux bons indicateurs sanitaires, le président de la République pourrait mettre fin au couvre-feu vers le 23 juin, avant la date prévue du 30 juin, notamment pour des raisons électorales, afin de faire plaisir aux jeunes, cible politique prioritaire pour Emmanuel Macron. Vers une fin avancée du couvre-feu pour séduire les jeunes avant les élections ? Parmi les éléments qui incitent le président de la République à la prudence, la situation du Royaume-Uni face aux variants indiens. Mais une annonce avant le premier tour ne pourrait pas porter préjudice au parti du président de la République. À en croire le Canard enchaîné, Emmanuel Macron n'en revient toujours pas d'avoir gagné ces dernières semaines entre 8 et 10 points de popularité chez les 18-25 ans dans les sondages. Les effets sans doute de son concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, écrit le palmipède. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Quelques heures après ces révélations du Canard enchaîné, eh bien le gouvernement s'est empressé justement de lever ces restrictions. Pas toutes les restrictions, bien évidemment, parce qu'il ne faudrait pas non plus que la population se sente libre. Merci McFly et Carlito. On se fiche de vos éborgnés, nous on veut faire des vues. Et ce qu'importe si la Macronie est promue. Derrière de faux avertissements, on fait semblant de pas être leurs militants. Nous sommes les guignols du en même temps. On se fiche de votre misère et de vos éborgnés, nous on veut faire des vues. Mais si cela achève la France qui se tue, derrière cette pièce comique se passe un coup d'état démocratique. Votez pour un totalitarisme, je n'ai dynamique. Pour plus de misère, pour plus d'étudiants dans la galère. Nous sommes les représentants des jeunes. On a même participé à une association qui est rattachée à Brigitte Macron. Évidemment, vous savez pas dire qu'il faut voter pour lui, hein? Oh, clin d'œil, clin d'œil. Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien la voix de Portici. C'est sous cette belle ambiance bon enfant que je vous accueille. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, écrivez dans l'espace commentaire, sur une échelle de 1 à 10, combien vous donneriez comme note à cette musique d'introduction. Allez-y, lâchez-vous, dites-le moi, l'espace commentaire est ouvert. Il faut bien lier l'utile à l'agréable, d'autant plus qu'il semblerait que ma chaîne soit shadowban par l'algorithme de YouTube. Alors pour contourner cela, n'hésitez pas à prendre l'habitude de noyer l'espace commentaire et de mettre des pouces bleus. Et si vous ne savez pas quoi écrire, ce n'est pas grave, il suffit juste d'inscrire par exemple référencement et ça fera le travail. N'oubliez pas d'actionner la cloche car depuis le Covid, beaucoup de choses ont été chamboulées. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous viennent se plaindre auprès de moi pour dire qu'ils ne reçoivent plus aucune notification et je peux vous assurer qu'avec les présidentielles qui approchent, eh ben, les choses risquent d'aller de pire en pire. Donc mobilisez-vous comme il se doit. Si chacun d'entre vous fait à chaque fois ce petit effort, le message des vidéos pourra recommencer à être entendu par une multitude. Sur ce, merci beaucoup. Mise au point faite, passons maintenant au sujet de la vidéo qui, comme le sous-entend le petit générique concocté par mes soins, commencera par parler du système Macron et de son obsession du contrôle médiatique, réseaux sociaux compris, pour enfin décliner vers le dernier point qui se concentrera sur l'appétit grandissant du pouvoir pour le contrôle de population avec la crise Covid en guise d'alibi bien évidemment. En période de crise, l'état de sidération entretenu par la sphère politico-médiatique d'un pan non négligeable de la population peut être l'occasion pour certains régimes d'apparence démocratique de consolider leur pouvoir tant décrié, et ce par le biais de lois liberticides. Et pour vous exposer cela, j'aurais très bien pu vous prendre l'exemple de l'Allemagne ou bien de la Belgique, dont la capitale digne représentante de l'Union européenne a vu naître en son sein un nouveau sport national, celui du lancer de citoyens à coups d'autopompe, et ce en pleine rue.
Regarde comment sème la flotte ces petites bébêtes. Oufté, qu'est-ce que ça nage bien. Ils ne savent plus où aller, comme des poissons dans leur aquarium. Si toi aussi tu te dis dans ta tête qu'il faut que t'arroses des vies en rose, eh bien les inscriptions sont ouvertes, au prix modique de ton humanité. Et pour ton assurance en cas de mort par noyade de ces petites branles, ne t'inquiète pas. Les 2 plus grands médias TV du pays détourneront leurs caméras pour éviter que tu sois mouillé. Hors de question que la liberté garde les bras open dans la ville de Philippe Claus. Bon ok, je vous le concède, je me suis un petit peu laissé emporter. Donc disais-je au départ, plutôt que de nous attarder sur ces pays, parlons un petit peu de ce qu'il se passe en France. Concentrons-nous sur celui qui, aujourd'hui en France, incarne véritablement cet état Big Brother. Plus le temps s'écoule, plus les faits appuient la pertinence d'analyse du psychothérapeute italien Segatori, qui établit le profil psychologique de Jupiter près d'1 semaine avant son élection. Questa è la realtà del fatto. Ci siamo trovati di fronte, si sono trovati di fronte a un problema di tipo pedofilico. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata, in sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Macron da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri per coprire un interiore, un inconscio senso di inferiorità. Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. L'idéologie néolibérale, couplée à un sentiment de toute puissance, fruit d'une transgressive histoire d'un arbre tétard mal trogné, ont aidé à façonner la personnalité de notre intéressé, qui a une si haute estime de lui-même qu'il ne supporte pas la contradiction. Sa relation tumultueuse avec la presse en témoigne. Il n'aura fallu que 2 semaines après son investiture pour que cet inconnu qui fut mis sur le trône élyséen à coups de propagande médiatique sans commune mesure dans l'histoire présidentielle française n'expose au grand jour son appétence pour le contrôle de l'information, comme le montre cet article de Marianne du 18 mai 2017. Dans cet article, qui ressemble aujourd'hui au premier d'une longue série de coups assénés par la Macronie à la liberté de la presse, on peut lire à quel point l'exaspération du monde médiatique français fut grande devant le refus de l'Élysée de laisser les journalistes politiques suivre les déplacements du président, comme cela se fait pourtant à l'accoutumée. Liberté de la presse. Élysée. Comment l'équipe Macron veut échapper aux journalistes politiques. Par Louis Osalté. Le 18 mai 2017. Extrait. L'Élysée entend choisir quel journaliste de chaque rédaction suivra le chef de l'État lors de ses déplacements. Il n'y a pas de raison pour que l'Élysée soit systématiquement suivi par la presse politique, explique l'entourage d'Emmanuel Macron. Plusieurs reporters ont également signalé que l'Élysée entendait désormais choisir pour chaque rédaction quel journaliste suivrait Emmanuel Macron lors de ses déplacements. Chose là encore totalement inhabituelle, et qui contreviendrait à la liberté de chaque média d'envoyer le journaliste de son souhait. Interrogé sur ce sujet, Christophe Castaner n'a pas démenti, mais éludé en déplorant le trop grand nombre de médias présents lors des visites de Macron. Eh oui, la nouvelle condition sine qua non pour pouvoir avoir l'honneur de faire son boulot dans l'Hexagone semble caractérisée par le fait d'être sélectionné par le chef suprême. Et vous verrez par la suite que je ne raconte pas des histoires. Quelques jours plus tard, c'est la chaîne de télévision publique russe RT France qui sera dans l'œil du cyclone de la Macronie, qui lui interdira tout accès à l'Élysée. Alors qu'il est en compagnie de Vladimir Poutine que l'Occident se complaît à assimiler un persécuteur de journalistes, Emmanuel Macron, tout un symbole, remet le couvert en chargeant violemment la chaîne soviétique, en l'accusant d'avoir propagé des contre-vérités durant la campagne présidentielle, sans jamais prendre la peine de donner le moindre exemple. Plus tard, en début 2018,
la chaîne qui se montra la plus objective du PAF envers les Gilets jaunes reçut une interdiction d'accréditation à l'Élysée. Et jusqu'à maintenant, leur relation reste tumultueuse. Russia Today en France, Ksenia Fedorova, par rapport à la campagne électorale en France. Les journalistes russes avaient eu des difficultés pour avoir accès à votre quartier général, à votre bureau. Qu'en pensez-vous de construire les relations avec les journalistes français, Monsieur le Président? J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. La totalité de tous les journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne. C'est simple, les règles sont ainsi, ce seront toujours les mêmes. Et c'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient interféré en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et à cela, je ne céderai rien. Rien, madame. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Depuis quand un président peut décider de qui est journaliste et qui ne l'est pas? Enfin, je veux dire, nous sommes accrédités par le CSA, nous ne sommes même pas journalistes étrangers, nous sommes journalistes français, avec des cartes de presse françaises. Donc si Emmanuel Macron décide qu'un journaliste français accrédité par le CSA avec une carte de presse française ne peut pas rentrer à tel ou tel événement, ça veut dire forcément qu'il en fait une affaire personnelle. Bien, donc on comprend que le terrain en France n'est pas très amical avec vous. Vous avez un gouvernement, il y a un porte-parole, un spokesman, qui dit que vous êtes exclu de la salle de l'Élysée, parce que vous faites de la propagande. C'est ça l'accusation. Et puis, vous avez dans le même temps, vous recevez des menaces de mort. Alors, moi j'ai envie de vous poser la question, elle est un peu brutale, mais je vais vous la poser gentiment. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. And I ask you that in English also, so that you're responsible for what is happening now. Responsible for the death threats? What is your question? Are we responsible for the fact that our journalists are being harassed and threatened with death? Is that your question? Yes, the question is it the result of your aggressivity prior to the threat? Well, you can ask the same question if Charlie Hebdo actually triggered the death threats and the situation that happened to them by what they've been reporting. I don't think that any journalist is responsible for any death threats. I think what really bothers you and many other journalists is that RT is giving the floor and the voice to people who actually come out and protest and you know, they Oh yeah, you give the voice to Mr. Drouet and he says, oh, how nice Russia Today is. As well as Mr. Drouet. Le 31 décembre 2019, peu après la naissance du mouvement Gilets jaunes, ce contexte est important, des révélations hallucinantes de mégalomanie qui n'auraient normalement pas dû sortir dans la presse ont fuité. Emmanuel Macron, non content du travail de sape pourtant pratiqué quotidiennement par ces quelques ouailles de la presse mainstream pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes, comme ce fut le cas en décembre 2018 par France Télévisions, qui tenta de faire passer un trafic d'images d'une pancarte peu glorieuse adressée au président pour une erreur humaine, a déclaré lors d'une réunion tenue à huis clos, dans laquelle étaient conviés plusieurs journalistes, qu'il y avait une hiérarchie de paroles à respecter dans les médias et qu'il était dès lors inadmissible de laisser penser que Jojo, avec un gilet jaune, avait le même statut qu'un ministre ou un député. Et l'une des solutions à apporter selon lui, pour redécrédibiliser les médias aux yeux de tous, en réalité c'est à ses yeux, s'avérait être le contrôle de l'information par l'État. Ni plus ni moins. Quand je mettais en titre d'un zapping sorti il y a 2 ans que ce dernier était un dictateur, vous comprenez maintenant? Non pas que la France soit une dictature, même si avec le Covid cela en prend pas à pas le chemin, mais plutôt que ce dirigeant a tout d'un autocrate avide de culte de la personnalité.
Et autre chose que j'ai trouvé hallucinant dans ses déclarations, c'est qu'il avouait se servir du grand débat à des fins électoralistes lorsqu'il disait réfléchir à la possibilité de fixer un référendum le 26 mai 2019, jour des européennes, dans l'optique, je le cite, que plus de gens viennent voter. Comme quoi, le coût des restrictions du Covid qui sont levées à quelques jours des élections régionales, ce n'est pas la première fois qu'il nous le fait. Donc voilà quelqu'un qui considère que tous les médias doivent être sous sa coupe et pour qui le sang et les larmes d'une frange importante de la population ne constituaient qu'une énième opportunité d'organiser une campagne communicationnelle. Un grand blabla national, imposé aux frais du contribuable, sur plusieurs chaînes télévisées, sans grands esclandres du CSA. Et d'ailleurs, je profite de ce petit moment pour adresser une petite pensée aux demandeurs d'asile nord-coréens qui ont dû assister à ce spectacle Kim Jong-unien. Bref, tout cela pour finalement tenter de booster sa propre campagne des européennes. C'est fou. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a reçu dans son bureau plusieurs journalistes pour un entretien libre, en off, pour évoquer donc l'actualité. Et durant cet entretien, il s'est dit inquiet du statut de l'information et de la vérité dans notre démocratie. Alors il y avait plusieurs journalistes qui étaient présents, Le Figaro, Paris Match, BFM TV, Le Point, etc. Mais seul celui du Point a sorti les propos d'Emmanuel Macron sur une possible mise sous tutelle étatique des médias. Ces propos, les voici. Le bien public, c'est l'information. Et peut-être que c'est ce que l'État doit financer. Il faut s'assurer qu'elle est neutre, financer des structures qui assurent la neutralité. Que pour cette part-là, la vérification de l'information, il y ait une forme de subvention publique assumée avec des garants qui soient des journalistes. Alors Jean-Yves, quand on entend ces propos, eh bien on peut se poser quelques questions, voire même s'inquiéter. On se pince, parce qu'il n'y a pas d'information neutre. Il peut y avoir une information factuelle qui correspond à des faits, mais il n'y a pas d'information neutre. Pourquoi ? Parce qu'une information, c'est quelque chose dont on souhaite parler, un fait dont on souhaite parler. Il y a les faits dont on ne souhaite pas parler. Et donc, il y a déjà, dans le fait de parler d'un fait, il y a un choix qui n'est pas neutre. C'est pas neutre non plus l'angle par lequel on aborde la question. Encore une fois, on peut être objectif, essayer de ne pas mentir délibérément. C'est pas toujours le cas dans les médias, il faut bien le dire, mais on ne peut pas être neutre. Neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce serait le point de vue de Macron qui serait au-dessus de tous les autres et qui devrait s'imposer. Ça s'appelle le totalitarisme, ça s'appelle la dictature Macron. Et je crois vraiment que notre pays est en train d'évoluer vers une dictature Macron, vers une macroncrature, et c'est extrêmement préoccupant. Alors c'est d'autant plus inquiétant qu'effectivement cette sortie sur le contrôle de l'information, la neutralité de l'information, eh bien, il s'inscrit dans un contexte qui est par exemple celui du vote à l'Assemblée nationale, bien d'une loi contre les fake news. Donc il y a quand même quelque chose un mouvement de fond, on va dire, politique de la part de Macron. Alors, il y a un mouvement de fond. Là aussi, les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, supposent qu'il y ait des vraies nouvelles, c'est-à-dire qu'il y ait une vérité. Voilà. Eh bien, non, il n'y a pas non plus de vérité dans le domaine de l'information. Il y a la confrontation de points de vue. Par exemple, vous pouvez dire que l'immigration est une chance pour la France. C'est pas une fake news, c'est une opinion. Mais vous pouvez dire aussi que l'immigration est un fardeau pour la France. C'est pas davantage une fake news, c'est une autre opinion. Et comment peut-on atteindre la vérité ? Eh bien, par la confrontation des points de vue. Et la loi fake news vise à aller vers une vérité officielle, celle de la dictature Macron. Alors, cette sortie sur le contrôle étatique des médias potentiels, eh bien, a étonné en haut lieu, puisque le directeur du Point, Étienne Gernel, a écrit un édito titré « Macron ou la tentation de la Pravda », dans lequel il écrit « On le lit, on le relit et n'en revient toujours pas. Vous ne rêvez pas, le président de la République propose que l'État rémunère certains journalistes. » Pour lui, eh bien, il s'agit tout simplement d'un programme de tutelle. Évidemment, poursuit-il, en lisant ce compte-rendu des réflexions présidentielles, on songe à 1984 de George Orwell. Et le patron du Point conclut en déclarant « Nous n'accepterons pas au Point la tutelle, même partielle, même bien habillée, de quelque organisme que ce soit. » Alors Jean-Yves Le Gallou, on voit que le patron du Point a une position très forte. Oui, alors ce qu'on voit surtout, c'est comme vous l'avez souligné, Nicolas, au début de ce point de vue, de ce débat, c'est qu'il y avait
plusieurs médias représentés à cette rencontre avec Macron. Le Figaro, qui appartient à la famille Dassault, BFM TV, qui appartient à Drahi, Paris Match, qui appartient à Lagardère et surtout au Qatar. Tous ces médias ont choisi de taire les révélations du président Macron, pourtant particulièrement inquiétantes par rapport à la liberté de la presse et à la liberté d'information. Le seul qui en parle, c'est Le Point. C'est pas tout à fait un hasard. Le Point, ça appartient aussi à un oligarque, Pinault. Mais il se trouve que c'est un oligarque qui est en mauvaise relation avec Macron, y compris à l'époque où Macron était le ministre ou le secrétaire général adjoint d'Élysée du temps de Hollande. Et donc, on voit bien que les médias dont les patrons sont proches de Macron, Drahi, Dassault, Lagardère, le Qatar, ils se taisent parce que les journalistes n'ont pas le droit d'en parler, et que le seul média qui en parle, c'est le média dont le patron, Pinault, qui est un oligarque par ailleurs, mais qui est un oligarque en mauvais termes avec Macron. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. Le président de la République n'a aucune limite en matière de vilainie. Le 9 avril 2020, n'ayant pas du tout apprécié que des médias pourtant sous ses ordres critiquent son imprudence alors qu'il était en visite à Pantin, entouré d'une foule compacte, ne respectant ni les gestes barrières recommandés et ne portant ni ces masques inutiles en milieu ouvert, mais si chers à sa propagande gouvernementale, Emmanuel Macron, ne supportant pas qu'on le prenne à défaut, décida de réitérer ce qu'il fit au tout début de sa mandature, à savoir interdire à la presse de le suivre dans sa sortie publique à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. L'APP, qui est l'association de la presse présidentielle, s'était alors alertée, je cite, de cette dégradation inédite dans un quinquennat de la couverture des déplacements présidentiels. Fin de citation. Et ce qui fut assez cocasse, avec les images produites par l'Élysée, lors de sa visite au Kremlin-Bicêtre, c'est que ces dernières pouvaient laisser croire qu'Emmanuel Macron fut bien accueilli par le corps soignant de l'établissement de santé, au point même que certains, en commentaire sur Twitter, ont cru que le président fut applaudi, alors que la réalité était tout autre. On peut s'applaudir comme le soir les fous, les gens Aucune image officielle de ce déplacement, si ce n'est celle du chef d'État qui salue le personnel soignant. Des soignants qui, justement, lui ont réclamé quelques comptes, Jérémy Baudot. Oui, Lionel, écoutons d'abord ensemble ce que l'Élysée a diffusé hier. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir les fous, les gens Le président est au rez-de-chaussée d'un grand hall, des soignants rembardent de plusieurs étages et Emmanuel Macron applaudit le personnel de l'hôpital, sous semble apaisé sur ce tweet officiel. Sauf que sur différentes vidéos que des soignants m'ont envoyées, dans les minutes précédentes, le président est effectivement sommé de s'expliquer. Le son est de mauvaise qualité, mais on l'entend dire « Je veux bien qu'on me fasse beaucoup de reproches ». Le président de la République sert aussi à ça. Emmanuel Macron explique qu'il n'a pas attendu les grèves et la crise pour stopper la baisse des tarifs hospitaliers et s'engage après un dialogue. Ces métiers-là, on les fait par vocation. On les fait parce qu'on aime les gens, on a l'hôpital public. Je suis seul de ma famille et pas soignant. Le ton est cordial, mais les critiques sont acerbes sur le manque de moyens, sur le manque de reconnaissance. Ces extraits s'arrêtent sur les fameux applaudissements et sur le président qui affirme qu'il faudra tirer collectivement les leçons de cette crise. Mais on notera que l'Élysée, dans sa communication, a évidemment écarté ces dialogues. Aucun journaliste n'était sur place pour y assister. Les soignants qui m'ont envoyé ces vidéos me l'ont répété. Ça n'est pas Emmanuel Macron qui les applaudissait, mais ceux qu'ils appellent les héros du quotidien. En effet, comme le confirme sur Facebook une certaine Marina, qui travaille à l'hôpital de Bicêtre et qui était présente le jour de la visite présidentielle, l'Élysée a bien coupé au montage l'intégralité du discours de sa collègue qui, après avoir recadré Emmanuel Macron, a demandé à ce que tous les soignants s'applaudissent, comme le faisaient les gens à 20h. Nul besoin de préciser que cette auto-acclamation demandée par cette infirmière qui faisait face au président de la République n'était, à ce moment-là, rien d'autre qu'un geste de défiance à l'égard de sa politique qui affame l'hôpital public. C'était donc à interpréter comme « Vous nous avez abandonnés, eh bien, nous nous débrouillons tout seuls ». Et toute la perversité de l'Élysée
réside dans le fait d'avoir voulu faire croire que ce geste n'avait rien de subversif. Et oui, quand je pense que le rêve du président est de faire de l'information un bien élyséen, eh bien voilà un petit aperçu du type de manipulation Kim Jong-unien que ce cas de figure donnerait. Mais après tout, il nous avait prévenu, non? La vérité n'est pas du tout leur apanage. Oui, j'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Elle nous dit aujourd'hui que ce sont des paroles sorties de leur contexte et tronquées. Ça veut donc dire qu'elle a bien prononcé ce segment de phrase qui est quand même un peu embarrassant. Mon cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans? Vous voulez dire sur le chômage aux gens? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Vous êtes toujours en train de laver plus blanc, plus blanc. Vous savez, j'ai compris une chose, moi. Les gens qui sont de plus transparents, à l'arrivée, c'est pas ceux-là qui sont transparents. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est renouvelé, on a cette personne qui a des choses à dire et à faire, et vous restez braqué sur un tweet. Je me réjouis au moins que la clarté soit faite. Vous venez d'expliquer que non seulement le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Vous avez arrêté votre logiciel sur ça. Voilà, mais voilà, monsieur, on voit quel est votre logiciel précisément politique. Moi, je pense au contraire qu'il faut être transparent, qu'il faut dire la vérité. Oui. Et qu'avoir... Doucement à la transparence, c'est le début de la tyrannie. Eh bien, très chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de la première partie. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee, à m'aider à contourner le shadow ban de YouTube, je le répéterai jamais assez, en mettant un commentaire et un pouce bleu. Et enfin, vérifiez bien que la cloche de vos abonnements est toujours bien activée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien.